Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. On vient d'apprendre le décès de Serge Moureau, un homme politique bruxellois bien connu. Il a été sénateur, mais aussi député à la région. Emmanuel Debog, bonjour. Une première réaction face au départ de cet homme qui avait commencé au FDF, votre parti. Exact, c'est un grand homme de conviction, un avocat, qui s'était engagé notamment avec nombre de personnalités à l'époque contre la bruxellisation et les effets pervers que l'on connaissait, le fait que la région bruxelloise était totalement niée. Et donc il faut rendre hommage en tout cas à son combat humaniste, mais aussi son combat pour Bruxelles, parce que c'était un amoureux de Bruxelles. Et il a porté, d'abord au FDF et puis ensuite au Parti socialiste, il a porté cet engagement tout au long de sa vie. Et aujourd'hui, on peut lui rendre hommage pour ce qu'il a fait pour Bruxelles. Voilà, Serge Moureau, Philippe Moureau, c'était deux frères. C'était deux frères, oui. Des visions différentes? Certainement, des visions différentes. D'ailleurs, je pense qu'ils ne partageaient pas tout le temps, même dans le cercle familial, ces visions-là. Finalement, ils ont terminé au Parti socialiste tous les deux, mais une vision beaucoup plus pragmatique peut-être de la part de Serge Moureau, là où peut-être Philippe Moureau était plus un chef de clan, un chef de meute, avec sa personnalité bien à lui. Très bien, mais je vous remercie pour ce commentaire un peu à chaud. On en vient à l'actualité. Fin de cette semaine et la semaine prochaine, eh bien, ce sont les dernières séances dans les différentes assemblées parlementaires. On voit que pour beaucoup de députés, c'est une fin de parcours. Ils ne vont pas se représenter. Et chez les filles, le taux de renouvellement atteint les 77%. On a un petit graphique que Le Soir a publié. Vous restez. Mais comment est-ce que le parti va pouvoir digérer autant de nouvelles personnes, autant de nouveaux candidats? Donc je me représente en tout cas, et j'espère que les électeurs seront heureux de connaître mon bilan et de me suivre, de voir qu'on a beaucoup avancé, qu'on a réduit la fracture sociale à Bruxelles et qu'on a diminué par exemple l'impôt, que je me suis par exemple engagé sur... On va parler du bilan après, mais comment est-ce qu'on fait pour digérer tous ces nouveaux candidats? Eh bien, c'est vrai que c'est un véritable enjeu. C'est vrai que notre parti est celui qui représente le plus grand taux de renouvellement. Et c'est vrai qu'aux prochaines élections, on va avoir dans toutes les assemblées énormément de nouveaux arrivés. Et c'est vrai que la formation continue, parce qu'en fait, il n'y a pas d'école pour devenir parlementaire ou représenter les électeurs. C'est quelque chose qui s'apprend aussi sur le tas. Et ça va permettre, je pense, d'abord de se nourrir les uns les autres des expériences professionnelles du passé, mais aussi pouvoir aussi compter sur les plus anciens pour faire cet écolage. Parce que c'est clair que quand on est élu pour la première fois, il y a un temps d'adaptation par rapport aux règles, aux procédures. Écrire une ordonnance, ça ne s'improvise pas non plus. Et certains sont évidemment peut-être plus à même de le faire que d'autres parce qu'ils ont eu une expérience dans des cabinets où, par exemple, ont exercé un métier où ils étaient confrontés à la juridicité des textes législatifs et sont peut-être plus armés que d'autres. Mais c'est plus ancien, il y en a beaucoup qui s'en vont, Didier Gauzoin. Oui, il y a un changement de génération. Et on tourne une page? On passe à autre chose? C'est un moment. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de moments clés dans la vie. Ici, la région bruxelloise a 30 ans. Et on voit vraiment la génération des pères fondateurs de la région bruxelloise qui, quelque part, tire sa révérence et qui passe le flambeau. Moi, je vois vraiment ça comme un rite de passage. Il y a un passage de flambeau entre la génération précédente et la nouvelle génération. Et à nous, les plus jeunes, de pouvoir incarner au mieux ce passage. Alors, ce matin, Belga titrait une dépêche « Défi n'aura jamais aussi bien porté son nom » en pensant aux élections à venir, parce qu'il y a un bilan, c'est sûr, mais les résultats au communal n'étaient pas ceux attendus, ceux espérés. Les derniers sondages ne sont pas exceptionnels. C'est quoi votre objectif à la région? Vous avez 12 élus maintenant. Alors très clairement, je pense qu'on a le meilleur candidat ministre-président possible en la personne de Bernard Kerfailly. C'est quelqu'un qui incarne véritablement Bruxelles, c'est quelqu'un qui incarne aussi la mixité sociale, ce qu'il a réussi à Schaerbeek par rapport à l'enjeu de la bruxellisation, mais par rapport aussi à l'enjeu de la pauvreté et par rapport aussi à l'enjeu de la capitale que nous représentons à l'égard du pays, mais aussi au niveau européen, c'est de faire ensemble faire en sorte que nous puissions proposer un projet qui aille à tous les Bruxellois. Ouais. Et une réussite, c'est quoi? C'est de maintenir le nombre d'élus actuels? C'est quoi une réussite pour vous? Alors, c'est clair qu'il y a un morcellement de l'offre politique qui fait qu'aujourd'hui, rien n'est acquis pour personne. Je pense que le maintien de nos 12 députés serait une large victoire. Maintenant, pour le reste, je ne serais pas étonné de voir que le projet que Bernard et les candidats défi portent serait même peut-être plébiscité par les Bruxellois. Il ne faut pas oublier non plus qu'on est dans une triple élection. Les gens vont voter peut-être différemment
en fonction du scrutin européen, régional ou fédéral. Moi, j'encourage tout le monde à voter défi aux 3 scrutins, mais c'est vrai que le projet que Bernard porte sur Bruxelles, il est très fort. C'est un engagement de la part de Bernard de s'investir désormais pour Bruxelles et de faire ce qu'il a réussi à Schaerbeek, de l'importer à la région bruxelloise, et on sera nombreux à être derrière lui. C'est logique, hein, quand on est 5e sur la liste, derrière son chef de file. Derrière la situation actuelle, il y a aussi le décumul. Il n'est pas passé sous forme de texte obligatoire, mais pas mal de partis ont décidé de l'appliquer quand même. Et ça mène quand même à des situations un peu étranges, où des gens disent qu'ils se présentent sur des listes, mais annoncent déjà qu'ils ne vont pas siéger. Olivier Minguin avait dit qu'il se retire, et puis on le trouve à pousser la liste aux européennes. Oui, donc il faut distinguer 2 choses. D'une part, les gens qui effectivement apportent leur notoriété à la liste dans l'espoir effectivement que cette liste fasse le meilleur score possible. C'est le cas notamment d'Olivier Minguin, mais pas seulement chez nous. Il y a d'autres candidats écolos, PS, etc., qui se mettent en fin de liste. C'est un engagement clair de dire je n'irai pas siéger, mais de toute façon, il faudrait tellement de voix que ça reste quelque part impossible de siéger à cette place-là. Et de contraire, faire en sorte que finalement, c'est un jeune placé plus haut en case de tête ou 2e ou 3e qui va finalement endosser le message du parti. Et c'est bien aussi pour les jeunes de savoir que les anciens sont derrière eux. Je vous parlais tout à l'heure de passage de flambeau, il se matérialise là. Olivier Minguin aurait pu ne pas se présenter. Il dit moi je ne pars pas avec mes voix, je vous les apporte. Et donc pour vous c'est lisible comme position. Oui, parce qu'il n'est pas en case de tête et clairement il dit j'apporte tout ce que j'ai fait depuis 40 ans, c'est à mon tour de redonner un peu de ce que j'ai eu de la part des électeurs. Donc je sens ça vraiment comme quelque chose qui est même de l'ordre du symbolique. Alors, la confection des listes, c'est toujours quelque chose de compliqué, d'un peu tendu dans les partis. Vous êtes chef de groupe à la région, c'est quand même un poste important, mais on vous retrouve seulement à la 5e place. Comment est-ce que vous expliquez cela? Mais d'abord, il y a un équilibre homme-femme. Et donc, il faut comprendre effectivement qu'à partir du moment où moi j'ai poussé la candidature de Bernard Clafailly comme ministre-président parce que c'était le meilleur candidat qui pouvait incarner le projet bruxellois. Après ça, il faut mettre des femmes. Il se fait que Joëlle Maison, qui est une excellente parlementaire, qui s'est battue à la communauté française comme une lionne et qui a engrangé un certain nombre de victoires dans les combats qu'elle a menés à la communauté française sur le décloisonnement de l'enseignement, elle est de la même commune que moi et c'est assez logique quelque part que je sois un peu plus loin qu'elle. Ça n'enlève rien à ce que j'ai porté et aux batailles qu'on a gagnées à la région bruxelloise. Je me suis beaucoup investi, par exemple, sur la mensualisation du prix de l'eau, qui aujourd'hui est une réalité. Il y a plus de 30 000 ménages qui aujourd'hui sont rentrés dans ce volontariat de voir sa facture mensuelle plutôt qu'annuelle et de faire en sorte qu'on ait des factures plus petites, mais par contre plus périodiques, et donc de ne pas se retrouver avec des impayés et le risque d'être saisi par huissier si on n'a pas payé. Il y a énormément de gens qui, malheureusement, tombaient dans cette problématique-là, et on a agi pour moins d'impôts, on a fait une réforme fiscale, on a fait un certain nombre d'investissements, 5 milliards d'euros d'investissements en matière de mobilité sur les 20 prochaines années. Je crois qu'on a un très bon bilan, sans oublier Didier Gossuin qui a fait diminuer le chômage comme jamais on ne l'a fait en région bruxelloise. Je crois que Défi a montré qu'il était à la hauteur des enjeux. Et en plus, on a stabilisé les institutions quand certains voulaient tout envoyer valdinguer. Ça, c'est le bilan positif. Et quelque chose que vous regrettez, que vous n'avez pas pu mener pendant cette législature? Il y a beaucoup de propositions que j'aurais encore voulu mener plus loin. Par exemple, une d'entre elles, c'est de contractualiser ensemble les communes pour pouvoir dire on baisse ensemble l'impôt des personnes physiques pour le mener à zéro. Je suis convaincu, je l'ai dit en séance avec Guy Van Engel, d'ailleurs, qui me soutient dans ce combat, c'est que si on se met tous ensemble et qu'on mutualise les dettes communales pour les faire gérer par la région bruxelloise, on ferait une économie d'échelle qui permettrait d'abord à la région bruxelloise d'emprunter sur les marchés internationaux encore plus bas que ce qu'elle ne le fait, et on pourrait rendre de l'argent aux communes. Et cet argent qu'on rendrait aux communes, on pourrait baisser l'impôt sur le travail pour arriver à terme, j'ai un plan sur 10 ans, à 0%. Et ça, c'est quelque chose pour lequel les esprits ne sont pas prêts. Les esprits... C'est quand même un gros changement. Alors, c'est 200 millions d'euros de moins d'impôts pour les Bruxellois. Ça, c'est quelque chose que moi, j'aimerais porter. Je l'ai porté à concurrence de 50 millions d'euros à la région bruxelloise. On a fait cette réforme fiscale. On a supprimé, par exemple, la taxe forfaitaire, chef de ménage. Ce sont toutes des idées que j'avais portées il y a 5 ans et que la législature actuelle a réalisées. Et je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin et continuer à diminuer l'impôt sur le travail. C'est vraiment l'enjeu, c'est faire en sorte de
finalement favoriser, de récompenser le travail. Il n'y a que le travail qui doit payer à Bruxelles. Alors, la question de la transparence a aussi été une grande thématique de cette fin de législature. La semaine prochaine, le Parlement va voter un texte qui imposera la publication de toute une série de documents sur le site des administrations régionales et communales. On ne va pas redétailler tout ça parce qu'on en a parlé ici sur ce plateau il y a 2 jours. Mais ce qui est étonné, c'est la position de Défi. Défi a soutenu une proposition avec d'autres partis francophones, notamment sauf le PS, et puis finalement s'est rallié à une proposition de la majorité. Vous êtes dans la majorité. Qu'est-ce qui s'est passé chez Défi? Donc 2 choses. Nous, on a fait un engagement il y a 2 ans devant tout le monde pour dire que nous défendions la publicité des documents administratifs. Ce n'était pas une réalité institutionnelle, il n'y avait pas d'ordonnance. Voyant que le gouvernement n'arrivait pas avec un texte, nous avons fait notre propre texte à plusieurs députés que nous avons co-signé. En partant d'une démarche de Cumuléo et de Transparencia. Effectivement, en s'appuyant sur Cumuléo et Transparencia, avec évidemment les risques de ne pas avoir le soutien des juristes qui sont à la mesure. On reste des députés, mais le gouvernement, lui, a une batterie de juristes qui peuvent l'aider dans la rédaction. Et le gouvernement travaillait parallèlement sur un texte qu'il a soumis au Conseil d'État. Moi, j'avais proposé à Cumuléo et Transparencia de soumettre également le texte que nous avions co-rédigé au Conseil d'État, ce que visiblement Cumuléo et Transparencia n'ont pas fait. Et donc, quand les 2 textes sont arrivés sur la table du Parlement, évidemment, moi j'accorde toujours l'importance au texte qui a la plus grande sécurité juridique. Et vu que le texte du gouvernement était passé par les fourches codines du Conseil d'État, que le Conseil d'État a fait un certain nombre de remarques, que le gouvernement a intégré ces remarques alors que le texte de Transparencia n'a jamais passé ce cap-là et n'a jamais été soumis à la critique du Conseil d'État, il est important quand même de viser la sécurité juridique et d'aller d'ailleurs plus loin que le texte de Transparencia. Parce qu'en l'occurrence, Transparencia, et j'étais d'accord sur les astreintes, mais on s'est rendu compte que le modèle des Pays-Bas qui portait sur les astreintes, en clair, quand une administration refuse de donner un document, notre texte prévoyait des astreintes. On s'est rendu compte qu'aux Pays-Bas, ils abandonnaient le système des astreintes parce que ce n'était pas assez efficace. Nous avons inclus aujourd'hui un pouvoir de perquisition de la commission administrative pour pouvoir effectivement forcer les communes ou les pararégionaux à transmettre les documents administratifs demandés. Oui. Alors, à Uccle, on a vraiment très peu de temps pour encore en parler, mais ça chauffe beaucoup sur votre Facebook. Hein. On vous voit avoir la dent dure. Vous êtes passé de la majorité à l'opposition. Est-ce que vous menez une opposition, on pourrait dire, je vous propose 3 propositions. A, une opposition sans concession. B, revancharde. C, bienveillante. Sans concession. Sans concession, pourquoi? Parce qu'il faut une opposition dure mais juste. Et ça, je suis sans doute un des rares en politique, qu'il soit dans la majorité ou dans l'opposition, à garder le même discours. Je ne vais pas dire le contraire de ce que j'ai dit il y a 5 ans. Certains disent pourtant que vous avez la mémoire courte sur ce qui s'est passé la parce que par exemple, j'ai critiqué, et ça m'a été reproché parce que j'étais dans la majorité, j'ai critiqué les débordements financiers de la maison communale. Certains m'ont reproché et préféraient évidemment sans doute d'avoir des partenaires plus soumis et moins regardant sur l'aspect financier de la gestion de la commune. Mais quand on augmente de 25 ou de 30% les impôts en 20 ans, ça me pose un problème. Et donc la bonne gestion, c'est pour moi un préalable. L'argent des autres, il doit être bien géré. Il ne l'est pas dans ma commune. Il ne l'était de moins en moins lorsque j'étais dans la majorité et j'ai crié, hurlé dans les brancards pour pouvoir effectivement avoir un changement de cap. Ce n'est pas arrivé. Je vois qu'avec Écolo, c'est encore pire, puisqu'en l'occurrence, on a non seulement une majorité contre nature, on avait une promesse d'avoir soi-disant un bourgmestre à temps plein qui va cumuler. Et puis, on a des dérapages budgétaires au niveau de la maison communale qui maintenant va coûter 46 millions d'euros, plus du double de ce qui avait été annoncé il y a 5 ans. Ouais, quand on voit les répliques sur votre page Facebook, hein, tout le monde n'est pas d'accord avec votre analyse, mais ce sera certainement pour une autre fois qu'on en parlera. Je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, dans Les Experts, les invités sont Alexia Bertrand et Calvin Suarez, 2e de liste aux prochaines élections. Belle fin de journée à tous.